Bonjour tout le monde, bonjour. Alors un dimanche exceptionnel, il fait beau, il y a des hélicoptères au-dessus de la ville, il y a le Paris Tour. Bienvenue dans pour cette dernière journée, dernière après-midi du Festival de Poche. Donc le Festival de Poche, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, ce sont des gens qui se retrouvent chez l'habitant en général. Alors, l'habitant et l'habitant sont juste au-dessus, donc ça marche. On a à peine triché. Hier, on était à Fondette, auparavant, on était chez Agnès, la veille, on était chez Marlène. Donc, on s'invite, on se fait inviter chez des hôtes et des artistes viennent. Je convie des artistes, des gens que j'aime, en général, plutôt. J'insiste, c'est un temps pendant lequel il n'y a pas de question d'argent. On ne va pas vous faire circuler un chapeau à la fin des performances. Ce n'est pas le concept. Non pas qu'on renie l'argent, c'est pas la question. Les artistes en ont besoin. N'hésitez pas à aller les voir, à acheter leurs œuvres, à acheter leurs livres. Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. Who, poverty and tatters and hollow-eyed and high, sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz. Who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs, illuminated. Howl, pour Carl Solomon. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les quartiers noirs en quête d'un furieux shoot. Initiés à gueule d'ange, brûlant pour l'antique lien céleste, avec la dynamo étoilée dans la machinerie de nuit. Qui pauvreté et haillons et les yeux caves et envapés veillaient, fumant dans l'obscurité surnaturelle d'appartements à l'eau froide, flottant au-dessus des cimes des villes, contemplant le jazz. Qui dénudaient leur cervelle au ciel sous le métro aérien et voyaient des anges mahométans titubant sur les toits de taudis illuminés. Bonjour tout le monde. Bon anniversaire, Xavier. Donc c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. C'est ce grand poème d'Allen Ginsberg. Alors ce grand poème, ça fait une trentaine de pages quand même par rapport à ce qu'on étudie à l'école. C'est un peu hors format. Et initialement, mon projet était de raconter mon expérience de traduction. Donc voilà, c'est un texte que j'ai retraduit. Il est sorti, ce texte de Allen Ginsberg, en 1956. Une première traduction française a été faite en 1977. Et donc moi, j'ai republié une traduction en 2021. Donc voilà, je comptais initialement raconter comment j'ai procédé, montrer des passages et voir les problèmes de traduction que ça posait. Et il se trouve qu'au fil de mes recherches, quand on est traducteur, on est amené à faire des recherches constamment. Je suis tombé sur quelque chose d'un peu intriguant. Et donc c'est plutôt là-dessus que je vais axer ma présentation d'aujourd'hui. Alors, avant toute chose quand même, je pars du principe que tout le monde ne connaît pas nécessairement Allen Ginsberg et tout le monde ne connaît pas nécessairement ce poème. Donc en quelques minutes, je vais donner des jalons quand même pour situer tout ça.
Allen Ginsberg est né en 1926. Son père est prof de littérature, lui-même poète. Donc, gamin, il entend son père qui lit des poésies à la maison. Sa mère est d'origine russe, communiste convaincue. Sa mère va fréquenter de plus en plus les hôpitaux psychiatriques. Ça inspirera entre autres le long poème Kaddish. On verra tout à l'heure que Allen Ginsberg lui-même a séjourné un petit peu en hôpital psychiatrique. En 1943, Ginsberg a 17 ans, il intègre l'université de Columbia pour étudier le droit. Au bout d'1 an, il se réoriente et il va étudier la littérature. Et c'est à Columbia qu'il rencontre Jacques Kerouac, qui est de 4 ans de son aîné, et William Burroughs, qui a déjà la trentaine à l'époque. Il habite à New York, il héberge par moment un poète qui s'appelle Herbert Huncke. Huncke, ça rime avec junkie, et de fait, Herbert Huncke, pour se payer sa drogue, vole et a l'idée d'entreposer ce qu'il vole chez Allen Ginsberg. Ils se font choper. Allen Ginsberg, plutôt que la prison, plaide la folie et fera 8 ou 9 mois d'hôpital psychiatrique à Rockland, pour situer le paysage. C'est à l'hôpital psychiatrique qu'il fait la connaissance de Carl Solomon, qui deviendra un éditeur par la suite, et c'est là qu'il découvre le surréalisme français et l'écriture automatique. Je vais m'arrêter là pour l'instant si je veux ne pas faire une présentation qui dure plus de 3 heures, ce qui est un petit peu aussi l'objectif. On a l'occasion d'écouter François. Quelques mots sur le poème Howl lui-même. Il est dit pour la première fois en octobre 1955, en fait, la veille de l'anniversaire de Xavier. C'est le 7 octobre 1955 que Howl est dit pour la première fois en public. En 2 mots, je rappelle le paysage politique de l'Amérique de cette époque. C'est le président Eisenhower, le macartisme. Le macartisme, s'il fallait résumer en un mot, c'est l'anticommunisme. Donc énormément d'Américains soupçonnés d'être des rouges font l'objet d'enquêtes, d'investigations, de harcèlement. Alors, le jour où ce poème donc Howl est dit, donc Fillmore Street, c'est dans une galerie un peu comme ici, qui s'appelle la Sixth Gallery, l'intitulé Six Poets at the Sixth Gallery, c'est pas très original. Et j'aime beaucoup, oui, voilà, ce petit flyer, je ne sais pas si vous arrivez à le lire du fond, mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce petit flyer, il y a marqué Remarkable collection of angels on one stage reading their poetry, et à la fin il y a marqué Charming event. Ça va être un événement charmant. Alors de fait c'est un événement charmant, donc ils sont 6 parmi eux. Il y a entre autres Michael McClure, qu'on connaît indirectement parce qu'il se trouve qu'il a été l'auteur de Mercedes-Benz, qui a été par la suite chanté par Janis Joplin. Donc voilà, c'est des poètes complètement underground, mais il y en a un qui a touché un peu le gros lot, au moins d'un point de vue financier. Et alors dans ce public, il y en a un qui encourage Ginsberg en train de déclamer son poème, qui pousse des cris un peu façon jazz, et ce jeune auteur inconnu, en fait, 2 ans plus tard, sera un des romanciers les plus connus aux États-Unis, puisque c'est l'auteur de Sur la route. Alors, 2-3 mots sur ce que Ginsberg a dit du poème, qu'on a entendu donc en ouverture. Il s'est dit « Et si j'écrivais sous forme de longues unités et de brefs vers brisés, en notant spontanément des réalités prosaïques mêlées à des émotions solitaires ?» Sur les conseils de son collègue du New Jersey, Williams, il essaie de coller au parler américain. Au début de sa carrière de poète, jeune poète, il avait encore tendance à être sous une influence relativement classique et peut-être même indirectement britannique. Et là, il se met à coller au parler américain. Il y a une image que j'aime beaucoup quand Ginsberg commente ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de faire dans Howl, c'est qu'il dit des phrases sauvages, des images insensées, des combinaisons maladroites, comme la démarche de Charlie Chaplin. Et je trouve que c'est une très belle description, une très belle image pour
essayer de synthétiser l'impression qu'on a à sa lecture. Alors d'une certaine manière, même si ce poème est très bizarre, même si ce poème marque une véritable rupture dans l'histoire de la littérature américaine, il ne sort pas de nulle part. Ginsberg lui-même a dit qu'il était dans la lignée de feuilles d'herbe de Walt Whitman. Et en particulier, on peut le rapprocher d'un poème d'Edgar Allan Poe qui s'appelle The Bells. Et je ne cite pas tout à fait par hasard le poème The Bells. On va voir qu'effectivement, dans l'histoire que je vous raconte, il y a quelque chose qui cloche. Alors, pour finir cette présentation, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui a fait d'une certaine manière la renommée de ce poème, c'est qu'il y a eu un procès pour obscénité. Alors, je vous lis deux petits extraits pour vous montrer ce qui a déclenché le procès en obscénité, ce qui aujourd'hui nous ferait vraiment sourire. Le vers 36. Who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcyclists and screamed with joy. Que je traduis par qui se laissait enculer par d'angéliques motards et braillaient de joie. Vous voyez, pas très très loin, mais ça a déclenché un beat incroyable. Autre, le vers 37, juste après. Who blew and were blown by those human seraphim, the sailors. Qui suçaient et se faisaient sucer par ces séraphins humains, les marins. Voilà, il y a 4 petits vers comme ça sur une 20-30 pages et ça a déclenché une ire collective complètement délirante. Alors d'une certaine manière, ce procès est finalement une aubaine parce que on parle de poésie, on est dans les années 50, je crois que les premiers tirages c'est entre 500 et 600 exemplaires. Initialement ils se sont fabriqués en Angleterre, les premiers tirages, et donc ils sont interceptés par les douanes. Pour obscénité, alors Lawrence Ferlinghetti, personnage clé de cette affaire, retenez son nom, c'est l'éditeur, alors il est avant tout libraire à San Francisco, il tient la librairie City Lights, et il est aussi éditeur. Le City Lights va être également le nom de sa maison d'édition qui publie Howl. Le procès a lieu, Allen Ginsberg n'est pas là, il me semble qu'à cette époque il est à Tanger avec William Burroughs, et donc c'est Lawrence Ferlinghetti qui va incarner la défense et qui va être soutenu par des intellectuels, des profs, des journalistes, des poètes, des auteurs. Et en fait, ça va devenir un débat d'idées majeur. Et en gros, l'argument, c'est que vous allez Ferlinghetti défendant Howl, disant « Vous nous rejouez le coup de Madame Bovary et des Fleurs du Mal, vous nous censurez à mauvais escient. » Mais évidemment, ça attire l'attention nationale, donc oui, voilà, c'est exactement ça que j'avais en tête. Première page du San Francisco Chronicle, et ça devient un débat d'idées, on se positionne. Et un des arguments qui est, à mon avis, très intéressant, donc Ferlinghetti finit par gagner le procès, le livre, la publication est autorisée, et surtout, ce procès fait jurisprudence. C'est-à-dire que la censure portait sur un certain nombre de livres, dont Naked Lunch de William Burroughs, dont Lolita de Nabokov, dont Henry Miller. Et donc ces livres-là, à la suite de ce procès remporté, pourront être diffusés. Alors, un commentaire que je trouve assez intéressant de Ferlinghetti commentant l'issue du procès, il dit « Le howl qui a été entendu dans le monde entier n'a pas été saisi à San Francisco en 1956 parce que des flics l'ont jugé obscène, ça c'est un prétexte, mais parce qu'ils sont prenés aux racines même de la culture dominante, le vrai Moloch au cœur de la société de consommation. » Et Ginsberg, commentant à distance, et puis il a été souvent ensuite amené à commenter, pose cette question qui me paraît essentielle. Il dit « Ai-je été attaqué en raison de cette espèce de joie, en fin de compte ?» Nous allons pouvoir passer à l'enquête.
j'ai ce que j'appelle la puce à l'oreille. Donc moi, on est dans les années 2020, les éditions Bourgois me proposent de retraduire Raoul, dont l'unique édition française, à ma connaissance, datée de 1977. C'est un travail de Jean-Jacques Lebel et Robert Cordier. Donc je fais des recherches, comme pour chaque livre, je commence à enquêter. Et là, au fil de mes lectures, je tombe sur une formule de Henri Michaud dans L'Infini Turbulent, qui me met la puce à l'oreille. Et donc la formule, je vous la lis, elle est anodine en apparence. Il écrit, Michaud, en 57, « J'ai voulu pousser un hurlement avec un H, c'est moi qui précise, et même serais-je tenté d'écrire, tant la frayeur m'ôtait toute aspiration, un hurlement sans H. » C'est moi qui précise, avec H et sans H. Donc, Michaud écrit aspiration, je ne sais pas s'il a voulu dire en fait aspiration ou inspiration, mais consciemment, il me semble qu'il posait la question du H aspiré et me fournissait une première piste. Et qui dit aspirer, dit chuintement, comme on va le voir immédiatement. Parce que si j'aspire jusqu'à me faire disparaître le H du Raoul, j'obtiens all, qui signifie il bout. Il bout, ça bout. Et de fait, cette notion d'ébullition, à la fois rester dans sa bulle et remonter à la surface, va finalement me mettre sur la piste de cette question mystérieuse. Alors, donc voilà. La révélation, là on arrive au moment du scoop, parce que voilà, j'ai découvert ça au fil de mes recherches. Il y a cette maison d'édition qui s'appelle Olympia Press, que je vais peut-être présenter un peu mieux tout à l'heure, mais il se trouve que Olympia Press, basée à Paris, qui publie des livres en anglais, publie en 1957 une version que j'ignorais, et que manifestement tout le monde ignorait, de Raoul. Alors ce qui se passe, c'est que le livre sort en 1957, il est disponible quelques semaines. L'éditeur américain Ferlinghetti, dont j'ai parlé, qui l'avait publié à San Francisco, qui est passé le procédurier, qui vient de gagner un procès, tout ça c'est quasiment simultané. Somme l'éditeur français Olympia Press de cesser immédiatement la diffusion de cette traduction, qui n'a fait l'objet d'aucun contrat, d'aucun accord. C'était un peu version cow-boy. Je demande à un copain de traduire le livre et je le sors en France. Ça devrait passer. Donc le patron des éditions Olympia Press, Maurice Girodias, est sommé de récupérer les exemplaires vendus. Apparemment, au bout de quelques semaines, 57 exemplaires seulement ont été vendus. 53 ou 54 sont laborieusement récupérés. Il y a 6 actions en justice ou menaces d'action en justice. Et surtout, ce qu'il faut retenir, ce qui ne me facilite pas la tâche, c'est que le pilonnage de tous les autres exemplaires a lieu en présence d'un huissier. Alors, un truc qui cloche. Tout à l'heure, je parlais de Belz, et effectivement, il y a un truc qui cloche. Donc, je rappelle la phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Un hurlement sans H, tant la frayeur m'ôtait toute aspiration. Alors, mon hypothèse, c'est un peu ça le scoop ce soir. À mon avis, en ayant creusé jusqu'à enfoncer vraiment dans cette question, il me semble qu'il y a 2 suspects. C'est-à-dire qui, ce texte qu'on n'a plus, qu'on a du mal à retrouver, enfin, pratiquement introuvable, littéralement, par qui a-t-il été traduit? J'ai 2 suspects, à mon avis, ça peut être Jean Genet ou Henri Michaud. Je vais étayer un peu plus tout de suite. Je tiens à préciser aussi, point de vue méthodologique, comment j'ai procédé. Moi, vous allez dire comment tu as eu connaissance de ce truc. Il se trouve qu'il y a à Paris un libraire, rue Monsieur le Prince, qui tient la librairie San Francisco Books. Jim Carroll, il s'appelle. Donc il est ouvert au public, et il vend aussi des œuvres parfois très chères, toujours des livres. Et c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement. En fait, quand je fais des traductions, j'aime bien discuter avec des lettrés américains pour leur soumettre mes questions, et j'en ai toujours des listes. Et donc il se trouve que Jim Carroll, donc le propriétaire de cette librairie à Paris, a vendu l'exemplaire dont on parle, $47 000, à un certain Gary Lippman à New York. Gary Lippman
évidemment absolument injoignable. J'ai essayé de, je ne sais pas s'il est encore vivant, aucune trace d'ayant droit, impossible de le joindre. Donc moi là-dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu, alors Gilles Carroll, pour vendre son manuscrit, celui dont on parle de 57 en français, a fait, m'a-t-il dit, des photocopies des 4 premiers chants. On va voir que Howell, voilà, on voit Jim en direct. Howell est composé de 4 chants, et donc il a fait la photocopie de la première page. Il a accepté, dans son immense générosité, que je recopie à la main les premières pages, et il ne m'a pas lâché d'une semaine en fait. Hein. Il était à côté, il n'était pas question que je fasse une photo de quoi que ce soit. Donc voilà ma situation, j'ai eu sous les yeux et recopié les 4 premières pages, ce qui va nous servir après pour essayer de démêler tout ça. Donc je résume la problématique. 2 mystères, à mon sens. Premier mystère, pourquoi le nom de la traductrice ou du traducteur de cette édition de 57 de Howell ne figure nulle part, et qui s'est chargé de cette traduction. Donc là j'ai cité le nom de 2 suspects, voilà. Qui et pourquoi il ne figure pas. Deuxième mystère, je parlais tout à l'heure du H aspiré, avec la citation de Michaud, et ce H aspiré et le chuintement, il y a dans cette première traduction en français, donc, que j'ai pu consulter et partiellement recopier, donc de Genet ou de Michaud, on va essayer de voir ça, une graphie particulière qui se focalise sur le CH. Sans que j'arrive à savoir s'il s'agit d'une bavure de photocopie, mais ça me paraît très bizarre, ça paraît être une coïncidence peu probable. Est-ce que c'est une sorte d'excentricité potache, ou est-ce que c'est une sorte de code renvoyant à des notions plus secrètes et plus sombres? Ça paraît peut-être un peu abstrait pour l'instant, mais vous allez voir, c'est un peu déroutant. Donc Olympia Press, 2 mots sur Olympia Press, donc ce fameux éditeur, je ne sais pas si vous suivez, si je me répète trop. Il y a peu d'éléments, et c'est bien qu'on les ait tous en tête clairement. Olympia Press, c'est une maison d'édition qui prend la suite d'Obélisque Press, dirigée donc par Maurice Girodias. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'elle publie des œuvres donc, que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui étaient interdites aux États-Unis. Donc elle publie des œuvres en anglais, dont le Festin de Burroughs, dont Lolita, etc. Et publie aussi des fictions érotiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un éditeur, à l'exception de la version française de Howell 57, qui publie que des textes en anglais, mais qui est basé à Paris. Et comme on tourne la maison, c'est en fait des bouquins de cul pour les GI stationnés à Paris. Donc en fait, c'est dans les années 50, il arrive à vendre à faire des tirages de 2000, 3000 exemplaires pour les GI. Et la légende, c'est qu'en fait, c'est vraiment, on est dans le commerce de gros, là, on va ainsi dire. Et ce qui, bon, c'est un sacré loustic, hein, quand même, Maurice Girodias. Et ce qu'il fait très souvent, c'est qu'il garde le même bouquin. Il change la première page, il change le titre, il change la couverture, et hop, il présente ça comme un nouveau titre. Et hop, c'est reparti pour les GI. Donc voilà, c'est un éditeur mythique qui est dans la lignée d'un Eric Losfeld, si vous voyez, qui a écrit ce bouquin passionnant qui s'appelle Endetté comme une bulle, où il montre que le boulot d'éditeur, ça peut s'apparenter au boulot de cow-boy. Et puis ça me fait penser à l'éditeur des éditions occultes plus récemment, Jérôme Schmitt, qui finançait sa maison en jouant au poker. Et moi j'ai un souvenir très précis de l'attaché de presse attendant fébrilement le matin, espérant d'être payé si Jérôme Schmitt avait gagné la nuit au poker. Donc je reviens à mes suspects maintenant. Qui a traduit ce texte de 57 ? Première hypothèse, est-ce que c'est Jean Genet, l'auteur des bonnes Querelles de Brest, Pompe funèbre ? Alors il y a 3 éléments qui plaideraient en faveur de Jean Genet à Felcourt. Premièrement, sa proximité avec les éditions Olympia Press. Donc au cours de mes recherches, toujours, j'ai appris que le journal du voleur, traduit en anglais, était paru en 54 dans Olympia Press. Donc c'est certain que l'éditeur et l'auteur se sont croisés. D'autre part, il s'affiche clairement homosexuel, ce qui objectivement le rapproche de la démarche d'Allen Ginsberg. Troisièmement, quelques années plus tard, on le verra aux côtés des Black Panthers et on sait qu'il est très impliqué dans les mouvements politiques d'extrême gauche américains. Alors,
là, je suis quand même tombé sur une phrase qui m'a remis la puce à l'oreille, ou qui m'a mis la puce dans l'autre oreille. Dans Pompe funèbre, là, je me suis dit qu'en fait, Jean Genet, de manière un peu facétieuse, faisait peut-être référence à son travail de traducteur sur Howl. Parce qu'il a écrit, je cite, « Le petit gars de Paris accomplit son travail avec vaillance ». Et juste après, il écrit « La reconnaissance de la beauté de son travail le rendit fier et plus ardent ». Là, je me suis dit, si vous voulez laisser un indice en disant « Ouais, c'est moi qui l'ai traduit, mais je ne peux pas le dire officiellement ». Donc là, je me suis dit, effectivement, ça peut être Jean Genet. Alors, je me suis un petit peu ravisé, en fait, quand j'ai lu la suite de ce passage de Pompe funèbre, parce qu'en fait, il s'agissait d'une scène d'enculage du Führer. Et donc là, je lis la phrase qui lève effectivement tout doute, qui montre que c'est une fausse piste. La phrase qui suit, c'est « Hitler, une main sur sa queue et ses parties mutilées, sentait cette ardeur s'exalter, encore que chaque coup de bite arrachait un râle de bonheur. » Donc là, effectivement, c'était plutôt la fausse piste. Alors, en même temps, un râle de bonheur, je ne sais pas si vous vous souvenez de une des formules que j'ai citées de Ginsberg tout à l'heure. Ginsberg disait « Ai-je été attaqué en raison de cette espèce de joie en fin de compte ?» Entre le râle de joie et... Henri Michaud. Est-ce que c'est Henri Michaud qui a traduit Howl, la version de 57? Alors Henri Michaud, ce qui fait de lui un suspect, c'est que il s'intéressait, il a travaillé sur les drogues. Dans Misérable, Miracle, il a écrit sur la mescaline et le cannabis, qui étaient des substances que Ginsberg affectionnait. Il a produit un film pour Sandoz sur le LSD. Et donc c'est lui, Henri Michaud, que j'ai cité tout à l'heure, qui faisait cette allusion à Hurlement avec et sans H, qui est quand même troublant. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez eu la chance de mettre les mains sur un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps chez Gallimard, qui s'appelle « Donc c'est non ». En fait, Henri Michaud a été très fréquemment sollicité pour 1000 choses, pour participer à des jurys, pour que ses œuvres soient adaptées à la télévision, au théâtre, pour faire plein de choses, et à chaque fois c'est non. Et donc ce livre recueille une grande partie des lettres qu'il a répondues, et donc à chaque fois il était très poli, un petit peu caustique, et chaque fois la lettre se terminait par « donc c'est non, je refuse ». Et là je cite Gaston Gallimard qui disait « Le principal obstacle à la diffusion de son œuvre, c'est lui-même, c'est Henri Michaud. Il s'oppose vraiment à ce que son œuvre circule ». Ça fait évidemment penser à un Maurice Blanchot ou un Thomas Pynchon. D'autre part, j'ai appris qu'il brûlait systématiquement ses archives. Donc, si ça avait été Henri Michaud, il n'aurait certainement pas laissé de traces du tout. Ce qui ne nous avance pas des masses. Nous allons maintenant attaquer le texte. Je vais maintenant me pencher d'un peu plus près sur le texte lui-même et sur cette traduction, à certains égards troublante. Le titre là que je donne à cette partie est extrait du vers 60, « To find out if I had a vision or you had a vision ». Donc le poème, comme je l'ai dit, se présente en 4 parties. Donc tout de suite, attaquons le chant 1. Je vous invite tout de suite à écouter un très court extrait et je vous en lis la traduction. Passed through universities with radiant, cool eyes, hallucinating Arkansas and Blake flight tragedy among the scholars of war. Qui traversait les universités, les yeux radieux, cool, hallucinants Arkansas et tragédie lumière Blake parmi les savants de guerre. Peyote solidities of halls, backyard green trees, cemetery dawns, wine drunkenness over the rooftops, storefront burrows, a tea-head joyride, neon, blinking traffic light,
sun and moon and tree vibrations in the roaring winter dusks of Brooklyn, ash can rantings and kind king, light of mine. Traduction de 57. Solidité payolte des couloirs, haute cimetière, arbre vert d'arrière-cour, ivresse au vin par-dessus les toits, quartier à devanture, virée fumeur de thé, néon, feu de circulation clignotant, vibration soleil et lune et arbres dans les rugissants crépuscules d'hiver, broncheline, râle poubelle, métal et tous, royale lumière d'esprit. Donc là, je rappelle quand même que ce premier chant, je rappelle ou je dis, je ne sais pas si je l'ai dit, ce qui a inspiré, une des choses qui a inspiré Ginsberg pour écrire ce poème, c'est un long cri qu'il a entendu en hôpital psychiatrique. Et c'est assez intéressant de se dire que c'est aussi ça qu'il est dans le tête, essayer de capter ce souffle et de capter cette détresse. Encore un passage. And rose, reincarnate in the ghostly clothes of jazz in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an lama, lama, Sabaksani saxophone cry that shivered the city down to the last radio. Voilà, le premier chant de Raoul s'achève sur un appel à la réincarnation. Dans les habits spectraux du jazz, dans l'ombre trompette dorée de l'orchestre, en soufflant la souffrance de l'esprit nu de l'amour de l'Amérique, en un shri saxophone, Eli, Eli, lama, lama, sabachthani. Alors il y en a peut-être un ou deux dans la salle qui ne parlent pas couramment l'araméen, donc je traduis. Il s'agit du shri de Jésus juste avant sa mort, et ça signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On passe tout de suite au chant 2. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men. Moloch, Moloch, Moloch le sans-amour, Moloch mental, Moloch le pesant jugeur d'hommes. Moloch whose mind is pure machinery, Moloch whose blood is running money, Moloch whose fingers are 10 armies, Moloch whose breast is a cannibal dynamo, Moloch whose ear is a smoking tomb. Moloch dont l'esprit est pure machinerie, Moloch dont le sang est argent courant, Moloch dont les doigts sont 10 armées, Moloch dont la poitrine est une dynamo cannibale, Moloch dont l'oreille est un tombeau fumant. Donc dans cette première traduction en français, on constate que Moloch continue de schlaquer comme autant de chutes karaté, voire de karaté. Carl Solomon, I'm with you in Rockland, where you're madder than I am. I'm with you in Rockland, where you must feel very strange. Donc, le troisième chant de la première version française de Raoul est adressé à Charles Solomon et je commence par ces mots. Charles Solomon, je suis avec toi à Rocheland, où tu es plus fou que moi. Je suis avec toi à Rocheland, où tu dois te sentir très bizarre. Donc ce troisième volet, c'est l'Agnus Dei de cette liturgie. Charles Solomon donc, est l'agneau de Dieu qui va racheter ce monde crucifié sur le Golgotha de Rocheland. Donc je rappelle que, je l'ai mentionné au tout début, Ginsberg a été interné plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Et je rappelle aussi, à toutes fins utiles, que sa mère, qui était militante communiste, elle a fait aussi l'hôpital psychiatrique. Et lui-même, donc, le jeune poète, a été exposé à la prose du théoricien de la révolution communiste Karl Marx très tôt. Je vous renvoie à Das Chapital. Nous passons au chant 4.
Holy, 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 holy. The world is holy, the soul is holy, the skin is holy, the nose is holy, the tongue and cock and hand and asshole holy. Bon, ce passage fait partie des éléments qui ont été retenus pour le procès en obscénité, comme vous pouvez vous en douter. Donc ce quatrième chant qui a été écrit a posteriori et qui s'intitule Note de bas de page à Howl, c'est finalement l'incantation finale qui commence par la répétition 15 fois du mantra Sacherai et proclame que tout est Sacherai. Sacherai, 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 Sacherai. Le monde est Sacherai, l'âme est Sacherai, la peau est Sacherai, le nez est Sacherai, la langue et la queue et la main et le trou du cul Sacherai. Voilà, je vais conclure. Mon enquête est en cours. Pour l'instant, voilà, ça fait partie du travail du traducteur. Je ne sais pas si j'aurai le fin mot de cette histoire. Et si je saurais à quoi rime ce chuintement. Cette histoire de hache aspirée n'empêche de turlupine. C'est comme si les lettres et les sons à travers les décennies me faisaient un pied de nez. C'est comme si ce CH ça coupe, mais aussi CH c'est cogner qu'il faut se cogner. C'est comme si ce CH, disais-je, refusait de trancher entre le son che, comme chute, et le son que, le sexe masculin, référence à l'homosexualité de Ginsberg, qui a provoqué la censure de son texte. Donc pour finir, je vous fais part de mon hypothèse provisoire. Il y a dans la première traduction en français de Howl la volonté d'orchestrer une chorégraphie d'images, gommant toute chronologie et bannissant tout manichéisme. Howl, dans cette version française initiale, est pour ainsi dire l'archétype d'une échymose archaïque. Je rappelle que c'est à l'âge de 17 ans que Ginsberg commence ses études de droit à Columbia, et c'est là qu'il va rencontrer Jacques Kerouac. Je mentionne aussi la rencontre cruciale avec Charles Williams, le poète de Paterson dans le New Jersey. Pour clore un dernier mot, à mon sens, Howl résonne comme une sorte d'almanach intime, relatant un effondrement digne du Schrasch de 1929, pétri de mots qui sont autant de varèches dégageant une odeur de chlore. Le cri de Howl, c'est celui de l'être humain moderne, enfermé dans sa prison mentale, qui est une geôle, un Alcatraz, un pénitencier. Moi, je considère que Howl est un poème diabolique, un poème machiavélique, et qu'Allen Ginsberg, en définitive, est un parolier drôle, un véritable chauvi. Merci.